Elle n'était qu'une infirmière de nuit que personne ne regardait, jusqu'à ce que des soldats armés envahissent ces urgences en réclamant son nom. Et elle a agi avec une précision que les couloirs d'hôpital n'auraient jamais dû connaître. Les médecins se sont immobilisés. L'administratrice a blêmi. C'est alors qu'ils ont compris. Son passé n'avait jamais vraiment disparu. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne figurait dans aucun dossier. C'était enfoui. Restez jusqu'au bout, ce que vous allez entendre n'était pas destiné au public. Abonnez-vous, activez les notifications et écrivez en commentaire votre pays ou votre région pour qu'on sache d'où vous êtes. 11 heures que les néons bourdonnaient au-dessus d'elle. 11 heures que Dana Merritt se déplaçait entre les box avec cette économie de gestes particulière aux gens qui savent que leur corps est un outil et qu'un outil s'use. Le couloir des urgences de l'Holbrook General Hospital sentait le désinfectant froid, le café brûlé et quelque chose d'indéfinissable. Cette odeur de peur contenue que les murs finissent par absorber après des années de cris retenus et de mauvaises nouvelles murmurées. Elle avait rempli le dossier du lit 7 sans qu'on le lui demande. L'interne, Reeves, 28 ans, diplômé depuis 19 mois, cheveux en bataille et confiance inversement proportionnelle à son expérience, avait omis de noter l'allergie à la pénicilline. Dana l'avait vu. Elle avait corrigé, refermé la chemise, posé le stylo exactement là où il se trouvait avant. Personne n'avait rien remarqué. C'était au fond la définition exacte de son travail, tel qu'il se pratiquait ici. Réparer l'invisible pour que le visible continue de fonctionner. Au lit 3, une femme âgée attendait depuis 2 heures qu'on ajuste sa perfusion. Dana l'avait fait en passant, d'une main, sans interrompre la phrase qu'elle adressait à l'aide-soignant à sa droite. La vieille dame avait murmuré merci. Dana avait hoché la tête. Pas par indifférence, mais parce qu'elle avait appris depuis longtemps que les merci trop accueillis craignent des dettes qu'on ne peut pas toujours honorer. Le poste de soins était ce soir-là sous la responsabilité nominale du docteur Harmon, un homme épuisé qui signait les ordonnances qu'on lui tendait avec la docilité d'un homme qui a cessé de se battre contre sa propre fatigue. Dana coordonnait sans en avoir le titre, guidait sans en avoir l'autorité, anticipait sans jamais se permettre d'en tirer gloire. C'était un équilibre précaire, et elle le savait. Ce genre d'équilibre ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'il le dérange. Carol Hensley était ce quelqu'un. L'administratrice avait fait 2 passages dans le service depuis 22 heures. Elle n'avait rien à y faire à cette heure, les urgences relevaient de sa juridiction sur le papier, mais le terrain, la nuit, appartenait aux soignants. Son apparition n'était donc pas fonctionnelle, elle était autre chose, une surveillance, une présence délibérément inconfortable, un rappel silencieux que l'autorité ne dort jamais vraiment. Elle tenait son bloc-notes comme on tient un dossier à charge. Son regard s'attardait sur Dana avec cette qualité particulière du regard qui cherche non pas à comprendre, mais à trouver. Dana ne lui offrait rien. Ni nervosité, ni déférence exagérée, ni la petite comédie de l'employé modèle qui se raidit sous l'œil du supérieur. Elle continuait ce qu'elle faisait, à la même vitesse, avec la même concentration légèrement tournée vers l'intérieur, comme quelqu'un qui écoute une musique que les autres n'entendent pas. Cela précisément semblait irriter Carol Hensley, plus que n'importe quelle faute réelle. À 2h17 du matin, le signal trauma retentit. Collision moto sur la nationale, 40 ans, casque mais à 90 km/h contre un poteau. L'équipe se mobilisa dans cette agitation contrôlée qui ressemble de loin à du chaos et qui n'en est pas. Dana était déjà au bout du couloir quand Reeves finissait à peine de comprendre ce que la radio avait dit. Elle avait calculé, sans le formuler, sans même en avoir conscience, la trajectoire du brancard, la disponibilité du box 2, le fait que l'inhalothérapeute était au sous-sol et qu'il faudrait 40 secondes de plus que prévu. Le patient arriva en mauvais état. Tension instable, suspicion de pneumothorax gauche, agitation qui signait une douleur au-delà du raisonnable. Reeves entama son protocole avec application. Il n'était pas incompétent, seulement lent, là où la situation exigeait quelque chose qui ne s'apprend pas dans les amphithéâtres. Dana vit le déplacement trachéal. Elle vit la veine jugulaire. Elle posa 2 doigts sur l'épaule de Reeves, guida sa main vers le bon endroit, et l'homme comprit avant même qu'elle parle. La décompression se fit. Le patient respira, la tension remonta. Le docteur Harmon, qui avait rejoint le box, posa la main sur l'épaule de Reeves. « Bien vu, dit-il. » Reeves reçut le compliment avec une modestie qui n'avait pas besoin d'être feinte. Il savait ce qui s'était passé. Mais il ne dit rien. Et Harmon ne dit rien. Et les 2 infirmières présentes ne dirent rien non plus. Parce que c'était ainsi que les choses fonctionnaient, ici.
parce que la gratitude est un muscle qu'il faut exercer pour qu'il réponde, et que personne ici ne semblait avoir fait cet effort depuis bien longtemps. Dana récupéra les gants usagés, les jeta, se lava les mains avec le soin méticuleux de quelqu'un qui a appris dans des contextes où une infection secondaire pouvait tuer aussi sûrement qu'une balle. Ce geste, le lavage des mains, la précision du savonnage, le compte silencieux des secondes, était le seul moment où quelque chose de lointain et de difficile à nommer remontait brièvement à sa surface. Pas un souvenir. Plutôt l'empreinte d'un souvenir, la forme que laisse une chose qu'on n'autorise plus à exister entièrement. Elle releva les yeux vers le miroir au-dessus du lavabo. 44 ans, peut-être plus selon la lumière. Un visage qui avait appris à ne rien promettre. Des yeux d'un gris intermédiaire. Ni bleu, ni vert, comme si même la couleur avait choisi la neutralité. Dans le couloir, Carol Hensley notèrent quelque chose sur son bloc. Dana éteignit l'eau, attrapa du papier et retourna travailler. Il était 3h20 quand Carol Hensley posa la main sur le cadre de la porte et dit, d'une voix qui n'appelait aucune réponse, « Mérite un mot ». Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation formulée avec l'économie des gens qui ont appris que le pouvoir se manifeste mieux dans la retenue que dans l'éclat. Dana posa le dossier qu'elle tenait, régla le débit de la perfusion au lit 4. Personne d'autre ne l'aurait fait à cet instant précis, et elle le savait, puis suivit l'administratrice dans le couloir latéral, celui qui menait au vestiaire et aux locaux techniques, celui que personne n'empruntait sans raison. Carole avait son bloc. Elle l'ouvrit à une page couverte d'une écriture serrée, presque sans marge, comme si les mots eux-mêmes avaient été comprimés pour tenir plus sur moins d'espace. Elle ne leva pas les yeux en commençant. « Prise de décision non autorisée » dit-elle. 3 occurrences documentées ce mois-ci. Orientation du docteur Reeves lors de la prise en charge trauma de cette nuit. Geste non sollicité, non validé par le médecin responsable. Modification d'un dossier patient sans instruction directe. Semaine dernière, ajustement d'un traitement analgésique en dehors de votre champ de compétences déclaré. Le mois précédent, refus de suivre le protocole de triage tel qu'il avait été établi lors de la réunion du 15. Elle tourna la page. Il y en avait une autre. Comportement qualifié d'insubordonné par 2 membres de l'encadrement. Tendance à opérer en dehors de la hiérarchie de soins. Absence de communication ascendante. Et ce soir, elle marqua une pause, laissant le silence faire le travail qu'elle avait préparé pour lui. Ce soir constitue la dernière occurrence que ce service est en mesure d'absorber. Dana l'écoutait, pas avec cette écoute légèrement défensive de quelqu'un qui prépare sa réponse, pas avec la tension visible de quelqu'un qui retient sa colère. Elle l'écoutait comme on écoute un briefing, entièrement, sans affect, en enregistrant chaque information à sa place exacte. Cette qualité d'attention, complète, dépourvue d'anxiété, avait le don d'intimider les gens sans que Dana eût besoin de faire quoi que ce soit. Carole le sentit et cela la rendit plus froide encore. « Nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat, dit-elle. Vous remettrez votre badge à l'accueil. Les effets personnels peuvent être récupérés demain entre 9h et midi. » Elle referma le bloc. Dana ne dit rien. Il y avait dans ce silence qu'elle a quelque chose que Carole n'arrivait pas tout à fait à lire, ni capitulation, ni défi. Quelque chose de plus ancien que les deux. Une espèce de reconnaissance presque, comme si Dana avait attendu ce moment, non pas avec résignation, mais avec la lucidité de quelqu'un qui sait depuis longtemps comment ce genre d'histoire se termine. Elle pensa, et ce fut bref, sans complaisance, que les manquements énumérés étaient en réel. Elle avait effectivement modifié ce dossier. Elle avait effectivement ajusté cet analgésique parce que la dose prescrite était insuffisante et que le patient souffrait et que le médecin en question n'était pas joignable, et qu'attendre signifiait faire souffrir pour respecter un organigramme. Elle avait effectivement guidé la main de Reeves parce qu'il allait rater et qu'un homme allait mourir et que la hiérarchie de soins est une chose magnifique jusqu'au moment où elle devient le prétexte de l'inaction. Tout cela était vrai. Et tout cela était aussi, dans ce système-là, une faute. Il existait une discipline intérieure qu'on n'apprend pas dans les instituts de formation en soins infirmiers. On l'apprend ailleurs, dans des endroits où les décisions se prennent en secondes et où l'absence de décision est elle-même une décision, toujours la pire. Dans des endroits où la chaîne de commandement est respectée non pas parce qu'elle a raison, mais parce que la rupture de cette chaîne coûte des vies. Et parfois on la rompt quand même parce que la respecter en coûterait davantage. Cette discipline-là avait une caractéristique que le monde civil ne comprenait pas.
Elle rendait indifférent aux sanctions administratives. Pas par arrogance, par sens des priorités définitivement réorientées. Dana détacha son badge, le posa dans la main tendue de Carole avec le même soin qu'elle aurait mis à rendre un matériel emprunté. Ni brusquerie, ni cérémonie. Puis elle tourna les talons. Le couloir des urgences beau était ce qu'il était toujours à cette heure, un entre-deux, ni pleine activité ni vrai calme, des gens en mouvement sur des trajectoires parallèles qui ne se croisaient que par accident. Personne ne s'arrêta. Reeves était penché sur un écran et ne leva pas les yeux. L'aide-soignant du fond du couloir poussait un chariot avec ce regard légèrement absent des gens qui ont décidé de ne pas voir. Les deux infirmières au poste de soins continuèrent dans leur conversation sans interruption perceptible. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'indifférence, ce qui est différent. L'indifférence ne choisit pas, elle se répand simplement là où personne n'a cultivé autre chose. Dana prit son manteau dans le vestiaire, vérifia qu'il ne restait rien d'elle dans les casiers. Il n'en restait effectivement rien, comme si elle avait toujours su qu'elle devrait partir vite et sans trace. Elle traversa le couloir une dernière fois, franchit les portes automatiques qui s'ouvrirent avec leur soupir pneumatique habituel et sortit dans l'air de 3 heures du matin. Le parking était désert et mal éclairé. Elle s'arrêta à quelques mètres des portes, pas pour regarder en arrière, elle ne regarda pas en arrière, mais parce que le froid était soudain et qu'il fallait un instant pour laisser les poumons s'y ajuster. Le dos droit, les épaules basses, la respiration régulière. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'elle ne reconnut pas. 3 mots seulement, « Tu tiens le coup ?» Elle regarda l'écran un moment. L'obscurité autour d'elle était de cette qualité particulière des nuits de février. Pas noir, mais d'un gris profond et mat, sans reflet. Elle glissa le téléphone dans sa poche sans répondre, et demeura là, immobile, à écouter le silence d'une ville qui dormait, sans se douter de rien. Elle sentit la vibration avant de l'entendre. Ce n'était pas encore un son, c'était une pression dans l'air, quelque chose qui modifiait imperceptiblement le silence, comme lorsqu'un orage approche et que l'atmosphère change de densité avant que le premier nuage soit visible. Dana leva les yeux vers le ciel sans savoir exactement pourquoi. Réflexe ancien. Le genre de réflexe qu'on n'acquiert pas en salle de pause entre deux gardes. Puis les rotors, pas un seul appareil, 2, peut-être 3. Le son se superposait de cette façon caractéristique qui rend le comptage difficile, chaque fréquence se fondant dans l'autre pour former quelque chose de plus massif que la somme de ses parties. Elle reconnut la cadence avant même que les feux de navigation apparaissent au-dessus des toits. Ce rythme-là n'appartenait pas aux hélicoptères du SAMU. Trop rapide, trop régulier, trop... Elle chercha le mot et ne le chercha que brièvement. Trop intentionnel. Les appareils civils naviguent, cela progressait. Elle fit 3 pas vers le bord du parking et s'arrêta. 2 hélicoptères militaires rasèrent avec le toit de l'hôpital, avec une précision qui supposait une reconnaissance préalable du terrain. Ils ne se posèrent pas. L'héliport de Lolbrook était trop petit, trop civil, pas équipé pour ce type d'appareil. Ils se contentèrent de signaler quelque chose, une coordination avec des unités au sol sans doute, parce que moins de 40 secondes plus tard, 2 véhicules sans marquage distinctif remontèrent l'allée d'accès aux urgences à une vitesse qui ne respectait aucune signalisation horizontale. Les portes s'ouvrirent avant même que les véhicules soient arrêtés. Des hommes en tenue de combat sortirent avec cette économie de mouvement propre aux gens entraînés à opérer dans des espaces contraints. Pas de course, pas d'agitation. Une progression rapide et géométrique qui transformait l'espace traversé en couloir tactique. Ils étaient armés. Dana vit les armes de poing, les gilets, l'équipement de communication, mais les armes restaient d'un basse, ce qui signifiait qu'ils n'anticipaient pas de résistance, ce qui signifiait que l'hôpital était une destination choisie et non un terrain conquis. Nuance essentielle. Elle la nota. Le brancard apparut en dernier. 4 hommes, une forme allongée sous des bandages improvisés qui avaient dans la couleur sombre de ce qu'ils contenaient en. Quelqu'un avait travaillé vite sur ce corps, le travail était compétent mais de circonstance, le genre de soin qu'on prodigue quand l'objectif est de maintenir quelqu'un en vie suffisamment longtemps pour qu'un autre l'ait en charge. Les portes automatiques des urgences avalèrent tout cela. Dana entendit depuis le parking les premières secondes de ce qui se passait à l'intérieur. Non pas les mots, le double vitrage les absorbait, mais la qualité sonore de l'espace qui bascule, le volume qui monte par paliers, la confusion qui a un son propre, reconnaissable entre 1000, différent du bruit ordinaire d'un service chargé. Elle fit un pas vers les portes. S'arrêta, son badge n'existait plus. Elle n'avait plus aucune raison légitime de franchir ce seuil.
Carol Hensley était à l'intérieur, et si Carol Hensley la voyait entrer, la situation deviendrait une chose plus compliquée encore que ce qu'elle était déjà. Dana connaissait ce type de complications, le genre qui ne se résout pas dans la nuit mais qui s'accumule et ressort mois plus tard sous des formes qu'on n'avait pas anticipées. Pourtant, elle voyait, par les panneaux vitrés des portes, la silhouette de Carol qui tentait d'intercepter le groupe, son bloc-notes levé comme un outil de contrôle, son corps positionné en travers du couloir avec cette autorité gestuelle des personnes habituées à ce que les obstacles se dissolvent devant elle. Elle voyait l'un des soldats, celui qui marchait en tête, celui dont la posture indiquait le grade sans qu'aucun insigne fût nécessaire, passer devant Carol sans ralentir d'un demi-pas, sans même tourner la tête dans sa direction. Carol dit quelque chose. L'homme continua. Elle répéta. Il continua encore. Dana posa la main à plat sur le panneau vitré, sans appuyer. À l'intérieur, le service était en train de devenir quelque chose qu'il n'avait pas prévu d'être ce soir. Les protocoles civils n'avaient pas de case pour ça, les formulaires d'admission non plus. Et les gens formés à gérer des urgences médicales dans un cadre balisé, réglementé, couvert par des assurances et des procédures en 42 points, ces gens-là allaient, dans les prochaines minutes, découvrir l'espace entre ce qu'ils savaient m'en faire et ce que la situation exigeait. Dana connaissait cet espace. Elle y avait vécu. Sean Calloway avait perdu beaucoup de sang, mais pas la faculté d'observer. C'était peut-être, à cet instant précis, la seule chose qui le maintenait de ce côté-ci de la conscience. Cette habitude profondément ancrée d'évaluer l'environnement, de lire les gens à travers leurs gestes avant qu'ils ouvrent la bouche, de calculer les marges d'erreur dans une situation avant que l'erreur se produise. 47 ans, 22 ans de service, 3 théâtres d'opération. Le corps pouvait saigner. L'esprit, lui, continuait son travail parce que c'était tout ce qu'il savait faire. Il enregistra le box dans lequel on l'avait installé. Équipement correct, organisation acceptable, mais des tensions dans la disposition du personnel qui signalaient une hiérarchie mal établie ou récemment perturbée. Le médecin qui s'approcha en premier, la cinquantaine fatiguée, blouse froissée, avait la gestuelle d'un homme compétent opérant en dessous de sa capacité d'attention. Pas de danger immédiat dans cela. Juste une friction supplémentaire dans une situation qui n'en avait pas besoin. L'interne était plus problématique. Calloway le vit préparer la perfusion avec une légère hésitation sur le choix du point d'insertion. Hésitation brève, presque imperceptible, mais réelle. Il vit la façon dont il tenait le matériel, le mouvement des yeux vers le médecin senior pour une validation non verbale qui n'arriva pas. Il vit surtout l'angle auquel l'aiguille s'approchait, et quelque chose dans cet angle-là ne correspondait pas à ce que la localisation de sa blessure principale rendait souhaitable. Il attrapa le poignet de l'interne. Pas brutalement, avec la précision d'un homme qui sait exactement quelle pression exercer pour arrêter un mouvement sans déclencher une réaction de défense. L'interne se figea. Le médecin senior releva les yeux. Calloway dit, d'une voix que l'effort rendait moins forte qu'il ne l'aurait voulu, mais pas moins nette, côté gauche, pas le droit. Si vous entrez à droite avec ce que j'ai dans le thorax, vous allez créer une complication que ni vous ni moi n'avons le temps de gérer. Un silence traversa le box. L'interne regarda le médecin. Le médecin regarda Calloway avec cette expression particulière des cliniciens qui viennent de réaliser que le patient en sait plus sur son propre cas qu'il ne le supposait. Il y avait dans ce regard une fraction de vexation professionnelle, fugace, honnêtement fugace, avant que la raison reprenne le dessus. Il hocha la tête, l'interne changea de côté. Calloway relâcha le poignet et ferma les yeux 30 secondes. Pas pour dormir, pour réorienter les ressources. La douleur était là, massive et précise, logée sous les côtes avec une insistance qui rendait chaque inspiration négociable. Il avait connu pire. Il préférait ne pas s'appesantir sur les circonstances, mais pire ne signifiait pas que celui-ci était gérable indéfiniment. Il rouvrit les yeux et fit un tour de salle. 2 soldats de son unité en retrait près de la porte, présence rassurante, inutile médicalement, mais leur être là signifiait que le périmètre était tenu et que personne n'avait à prendre de décisions hasardeuses concernant qui pouvait entrer. Une infirmière qu'il n'avait pas encore vue s'approchait avec le chariot de matériel. La trentaine, gestes appliqués, regard légèrement trop concentré sur la procédure et pas assez sur lui, ce qui indiquait une formation récente ou une nervosité situationnelle compréhensible. Quelque chose manquait. Il ne l'aurait pas forcément su formuler si quelqu'un lui avait demandé de l'expliquer, mais c'était là, une absence avec une forme précise, comme le creux que laisse un objet retiré d'une étagère, une façon de travailler,
une présence dans l'espace, une certaine qualité d'attention qui avait été là à un moment dans les quelques secondes de chaos à l'entrée du service, et qui n'était plus là maintenant. Il demanda distinctement, en regardant le médecin senior, « Où est mon infirmière ?» Le médecin parut ne pas comprendre la question, ce qui était en soi une information. L'interne échangea un regard avec l'infirmière. L'infirmière haussa très légèrement les épaules. Dans l'encadrement de la porte, Carol Hensley, qui observait la scène depuis suffisamment longtemps pour en avoir saisi les contours, sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine, une compréhension désagréable qui arrivait trop vite et qu'elle ne pouvait pas retenir. « Il parle de mérite, dit-elle, presque pour elle-même. » Calloway tourna les yeux vers elle. Ils se trouvèrent de ces yeux-là d'une clarté inconfortable pour quelqu'un qui venait de commettre une erreur de calcul et qui le savait. « Faites-la venir, dit-il. Ce n'était pas une demande. » Carol ouvrit la bouche, puis pour expliquer, pour justifier, pour replacer la situation dans son cadre administratif correct. Mais l'un des soldats s'était déjà détaché du mur. Il passa devant elle sans la regarder, traversa le couloir et poussa les portes vers l'extérieur. Personne ne lui avait demandé la permission. Personne n'allait la demander. Elle n'avait pas bougé. C'était peut-être ce qui surprit le soldat. Il avait dû s'attendre à chercher, à parcourir le parking, à appeler dans le noir. Mais Dana était là, exactement là où les portes l'avaient laissée, la main qui n'était plus sur le panneau vitré, mais le corps encore orienté vers l'intérieur, comme quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait décidé dans quelle direction appartient la suite. Le soldat s'arrêta à 1 mètre. Grand, la trentaine, visage neutre de quelqu'un, entraîné à ne rien révéler dans les moments qui précèdent ce qu'on ne sait pas encore. Il dit « Le commandant Calloway vous demande. » Pas « Il y a un patient qui vous réclame. » Pas « On aurait besoin de vous à l'intérieur. » Le commandant Calloway vous demande. Avec ce possessif, vous, qui établissait une relation préexistante que Dana n'avait pas à confirmer ni à nier. Elle le regarda 3 secondes. Pas pour évaluer la sincérité de la demande, elle n'en doutait pas, mais pour organiser ce qui allait poursuivre. Il y avait une logique à respecter, même dans les situations qui débordent la logique ordinaire, surtout dans celle-là. Elle dit « Allons-y ». Les portes automatiques s'ouvrirent une 2e fois sur elle ce soir, avec le même soupir mécanique et indifférent. Mais ce qui se passa dans le couloir au moment où elle entra n'avait rien d'indifférent. Ce fut discret, aucun geste théâtral, aucune interruption brutale, mais réelle. Les conversations se contractèrent, les regards se déplacèrent. L'aide-soignant au chariot marqua une pause d'une fraction de seconde. L'infirmière au poste de soins leva les yeux de son écran, les garda levés le temps que Dana traverse son champ de vision, puis les rabaissa sans avoir rien dit. Elle avançait comme elle avait toujours avancé dans ce couloir, à la même vitesse, avec la même économie, mais quelque chose avait changé dans la texture de l'espace autour d'elle. Elle l'enregistra sans s'y attarder. Carol Hensley se matérialisa à l'entrée du box, les bras légèrement écartés du corps, dans cette posture instinctive de barrage qui ne se formula même pas comme une décision consciente. Son visage exprimait plusieurs choses simultanément et pas très bien. La tentative de reprendre le contrôle d'une situation qui le lui avait échappé, une colère administrative mal dissimulée, et sous tout cela quelque chose qui ressemblait à de la peur, mais qu'elle n'aurait jamais nommé ainsi. Elle dit « Cette personne n'a plus aucune fonction dans cet établissement, et sa présence ici, le soldat, qui marchait un demi-pas derrière Dana, dit « Madame », un seul mot. Avec une inflexion qui ne menaçait rien et n'offrait rien non plus, qui se contentait de poser une limite avec la netteté d'une ligne tracée au sol. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas fait un geste. Carol s'arrêta comme si quelque chose avait physiquement interrompu son élan. Dana entra dans le box, elle fit le tour de la situation en 4 secondes, le temps d'un regard circulaire qui n'avait rien de désinvolte. Calloway sur le brancard, teint cendré mais yeux ouverts et orienté vers elle dès qu'elle franchit le seuil. Le médecin senior en retrait, manifestement soulagé de voir arriver quelqu'un qui saurait quoi faire de cette situation. L'interne avec son matériel, légèrement perdu. La perfusion en place, mais le débit incorrect pour ce qu'elle voyait, de la blessure. Le monitoring qui signalait une pression en train de baisser trop régulièrement pour être acceptable. Elle ne demanda pas la permission. Elle n'expliqua pas ce qu'elle allait faire. Elle ajusta le débit, vérifia la tension du pansement compressif, prit le pouls au poignet, pas par habitude, mais parce que la qualité du pouls disait des choses que le monitoring ne capturait pas encore. Elle prit une décision concernant la position du brancard et la communiqua à l'interne en 2 mots. Il obéit sans délai, ce qui signifiait qu'il avait suffisamment d'intelligence pratique pour reconnaître la compétence indépendamment du titre. Calloway la regardait faire.
Il ne disait rien. Elle ne disait rien. Mais à un moment, précisément lorsqu'elle ajusta le pansement au niveau des côtes et que ses doigts trouvèrent exactement la bonne pression, sans tâtonnement, sans hésitation, avec la certitude de quelqu'un qui a fait ce geste dans des conditions autrement plus difficiles, quelque chose passa entre eux. Pas de la reconnaissance sentimentale. Quelque chose de plus sobre et de plus profond. La reconnaissance d'un même territoire intérieur. Deux personnes qui ont appris les mêmes choses dans les mêmes types d'endroits et qui n'ont pas besoin de le formuler pour le savoir. Son pouls se stabilisa. Elle dit, sans le regarder, « Vous allez tenir ». Ce n'était pas une promesse, c'était une évaluation professionnelle. Mais dans la façon dont elle le dit, sans inflexion excessive, sans le ménagement exagéré qu'on réserve aux gens qu'on suppose fragiles, il y avait un respect de sa nature qui valait plus que n'importe quelle forme de réconfort ordinaire. Calloway ferma les yeux. Pour la première fois depuis que les rotors avaient approché l'hôpital, son visage perdit quelque chose de sa vigilance. Pas la conscience, juste la tension de quelqu'un qui a enfin posé un poids qu'il portait seul depuis trop longtemps. Le docteur Briggs arriva à 4h moins 10 avec sa réputation en avant-garde. Il était de ces chirurgiens qui occupent l'espace avant même d'y entrer. Non par la voix ou le geste, mais par une sorte de pression atmosphérique que les années de portée de salle d'opération et de décision sans appel finissent par créer autour de certains hommes. 60 ans, épaules larges, regard qui cataloguait et classait sans s'attarder. Il évalua le box en 1 seconde, Calloway en 2, et Dana en une fraction de quelque chose qui n'avait pas de nom dans le système métrique ordinaire. Il ne lui posa pas de questions directes. Il posa ses questions au médecin senior, mais ses yeux revenaient à Dana chaque fois que les réponses arrivaient, comme s'il avait compris instinctivement que les informations utiles avaient une source et que cette source n'était pas l'homme qui parlait. À un moment, il demanda, sans préambule, à personne en particulier, « Le débit a été ajusté quand ?» Dana dit, « Il y a 22 minutes. » La pression systolique était à 87, elle est remontée à 95 depuis. Briggs la regarda pour de bon cette fois. Pas avec la chaleur, il ne faisait pas dans la chaleur, mais avec cette attention nette des gens qui mettent à jour leur évaluation d'une situation en temps réel. Il hocha la tête. Un seul mouvement bref, mais réel. Dana resta en périphérie pendant que l'équipe chirurgicale s'organisait. C'était sa juste place et elle le savait. Non pas par humilité performative, mais parce que le travail avait sa géographie propre et que l'ego n'avait rien à y faire. Elle répondait quand on lui demandait, anticipait quand c'était utile, se taisait quand le silence servait mieux que la parole. Ce positionnement-là demandait plus de discipline que d'aucuns ne l'auraient en cru. Carole réapparut à 4h05. Elle avait dû prendre le temps de formuler quelque chose, de construire une approche, de recouvrer la forme extérieure du contrôle. Elle s'adressa à Dana avec la précision chirurgicale des gens qui ont préparé leurs mots. « Votre présence ici ne modifie pas votre statut juridique vis-à-vis de l'établissement. Tout acte accompli ce soir, en dehors d'un cadre contractuel, engage votre responsabilité personnelle. Et je vous informe que Dana dit Carole, juste le prénom. » Avec une inflexion qui n'était ni agressive ni condescendante, quelque chose de plus étrange, presque de la bienveillance, le ton de quelqu'un qui voit l'autre plus clairement que l'autre ne se voit lui-même, et qui choisit, pour des raisons qui lui appartiennent, de ne pas en faire usage comme d'une arme. Elle dit « L'homme sur ce brancard va entrer au bloc dans quelques minutes. Après, vous pourrez faire ce que vous avez besoin de faire. Ce soir, ça attendra. » Carole ouvrit la bouche, la referma. Quelque chose dans la simplicité de la réponse avait court-circuité la mécanique de son offensive. On ne peut pas débattre avec quelqu'un qui n'entre pas dans le débat. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, et finit par disparaître dans le couloir avec la dignité contrainte de quelqu'un qui choisit stratégiquement de ne pas perdre plus de terrain ce soir. La complication survint à 4h18. Ce fut un changement dans la coloration des muqueuses. Subtil, le genre de choses qu'on rate quand on surveille les écrans plutôt que le patient. Dana le vit parce qu'elle regardait Calloway et non les moniteurs, parce qu'elle avait appris dans des endroits sans électricité fiable que le corps dit toujours la vérité avant les machines. Elle dit clairement et sans élever la voix « Dr Briggs, regardez-le ». Briggs se retourna, vit ce qu'elle avait vu. 2 secondes de silence professionnel, puis il donna 3 ordres rapides et tout le box se réorganisa autour de cette nouvelle information. La complication fut contenue. Le départ pour le bloc fut avancé de 10 minutes. Briggs passa devant Dana en quittant le box pour se préparer. Il s'arrêta. Dit, sans la regarder tout à fait, comme si la remarque s'adressait à l'espace entre eux plutôt qu'à elle directement, « Bonne détection ».
3 mots. Venant de lui, c'était un discours. Ils emmenèrent chez le Calloway à 4h27. Les racres du brancard firent eux ce bruit caractéristique sur le sol carrelé, ce roulement sourd et régulier qui accompagne tous les trajets vers les blocs opératoires de tous les hôpitaux du monde. Ce son qui ressemble à du temps qu'on compte. Dana regarda le couloir se refermer sur lui. Elle se retrouva seule dans le box vidé. L'équipement avait été débarrassé à la hâte, il restait des emballages froissés, un gant tombé près du pied du brancard absent, une tache sombre sur le sol que quelqu'un nettoierait plus tard. L'agitation s'était déplacée ailleurs et avait laissé derrière elle ce silence particulier des espaces qui viennent d'être le théâtre de quelque chose d'intense. Dana s'assit sur le bord d'une chaise, le dos droit par automatisme. La nuit pesait sur ses épaules d'un poids qu'elle connaissait bien. Pas la fatigue ordinaire, mais cet autre épuisement, plus profond, qui vient de s'être tenu longtemps à la frontière de ce qui compte vraiment. Elle posa les mains à plat sur ses genoux et attendit. Elle ne put pas rester assise, ce n'était pas de l'agitation. Dana n'était pas quelqu'un d'agité. Elle avait depuis longtemps appris à distinguer le mouvement utile du mouvement qui sert simplement à fuir l'immobilité. C'était autre chose. Une pression intérieure, douce et persistante, comme une marée qui monte sans bruit et qui finit par occuper tout l'espace disponible si on ne lui en laisse pas d'autre. Elle se leva et marcha. Les couloirs de Lolbrook à cette heure ressemblaient à ce que les hôpitaux deviennent quand la nuit les a suffisamment usés, des espaces intermédiaires, ni tout à fait fonctionnels, ni tout à fait abandonnés, traversés par des gens qui se déplacent sur la pointe de leur propre fatigue. Dana passa devant la salle d'attente où 2 personnes dormaient dans des positions improbables sur des sièges plastiques, devant la distributrice dont l'un des néons clignotait avec une régularité qui avait quelque chose d'obstiné, devant le couloir qui menait à la pédiatrie, fermé et silencieux. Les souvenirs remontaient. Elle ne les invitait pas. Elle ne les repoussait pas non plus. Elle avait essayé pendant des années et avait compris que la résistance ne fait qu'augmenter la pression. Elle les laissait traverser, comme on laisse passer une lumière entre les doigts sans essayer de la tenir. Une tente. La chaleur sèche et écrasante d'un mois d'août dans un endroit dont elle ne prononçait plus le nom à voix haute. Le sol en terre battue recouvert de plaques plastiques qui crissaient sans cesser sous les semelles. 90 blessés en 72 heures. 2 médecins dont l'un avec une fracture du poignet droit depuis le 3e jour, et elle qui faisait ce qu'il fallait faire avec ce qu'il y avait, c'est-à-dire rarement assez, jamais parfait, et toujours avec la conscience aiguë que l'erreur avait ici un coût que rien n'amortissait. Elle s'arrêta devant une fenêtre. Dehors le parking, les lampadaires, l'aube qui n'arrivait pas encore mais qui s'annonçait par cette imperceptible décoloration du ciel dans l'angle est. Un autre fragment. Une nuit de novembre, un blessé grave qu'on lui avait amené trop tard et pas assez tard, trop tard pour que les dégâts soient évitables, pas assez tard pour qu'elle n'eût plus rien à faire. Elle avait travaillé 4 heures. Elle l'avait perdu à l'aube, au moment précis où la lumière changeait comme elle changeait maintenant, au dehors. Elle se souvenait de ses mains, à elle, du sang qui avait séché sous les ongles malgré les gants, et d'un sentiment qui n'était pas de la culpabilité. La culpabilité suppose qu'on aurait pu faire autrement, mais quelque chose de plus difficile à nommer, une forme de deuil pour l'insuffisance de ce qu'on peut offrir quand le monde exige plus que ce qu'aucun être humain n'est en mesure de donner. Son téléphone vibra, un numéro avec un indicatif qu'elle reconnut avant même de lire les chiffres. Elle demeura immobile 3 secondes, le regard sur l'écran, puis décrocha. La voix dit « Mérite, je suppose que tu sais pourquoi j'appelle. Le colonel Fontaine, 60 ans, voix de quelqu'un qui a commandé dans le bruit et qui n'a plus besoin d'élever le ton depuis longtemps. Il y avait dans cette voix une qualité qui lui était familière. Pas de la tendresse, mais une forme de considération durable, le respect qu'on se porte mutuellement quand on a traversé les mêmes choses sans avoir besoin de les expliquer. Elle dit « Calloway est au bloc ». Fontaine dit « Je sais ». Elle marqua une pause. Puis « Et toi, comment tu vas avec ça ?» La question rouvrit quelque chose qu'elle croyait fermé, pas cicatrisé. Elle avait toujours su que certaines choses ne cicatrisent pas vraiment, qu'elles se calcifient simplement, et qu'on apprend à porter le poids de cette calcification sans le montrer. Mais fermée, elle l'avait cru. Calloway était à Myre-Calais. La même mission, un périmètre différent. Il commandait l'unité qu'on avait évacuée cette nuit-là, cette nuit particulière dont elle n'avait jamais donné le détail complet dans aucun rapport, parce que les détails complets auraient en exigé d'expliquer des décisions qui ne se laissaient pas facilement mettre en mots dans les formulaires prévus à cet effet.
Elle avait sauvé 3 hommes de son unité. Elle en avait perdu un. Les circonstances du troisième, ni sauvé ni perdu, mais transformé d'une façon que lui-même n'avait pas encore tout à fait acceptée la dernière fois qu'elle avait eu de ses nouvelles, pesaient fond d'un poids à part, le genre de poids qu'on ne partage avec personne parce qu'il n'existe pas de langage commun pour le dire à quelqu'un qui n'était pas là. Calloway était là, elle dit à Fontaine « Je tiens ». Puis elle raccrocha parce que c'était vrai et que c'était suffisant pour ce soir. Elle resta devant la fenêtre encore un moment. Le ciel à l'est était maintenant franchement plus clair, pourtant pas encore rose, juste moins noir. La nuit reculait par degrés, comme elle avait toujours reculé, comme elle reculait depuis le début du monde avec cette indifférence magnifique aux affaires humaines qui se déroulaient dans son ombre. Dana posa le front contre le verre froid. 2 secondes. Pas plus. Puis elle se redressa et continua à marcher. Briggs sortit du bloc à 6h43. Il n'avait pas l'habitude de chercher les gens pour leur communiquer des nouvelles. D'ordinaire, les gens venaient à lui, attendant dans les couloirs, avec cette tension particulière des proches qui ont épuisé toutes les formes d'espoir, sauf la dernière. Mais il traversa le couloir vers Dana avec une démarche qui n'avait rien de l'habituel, et elle comprit avant qu'il ouvre la bouche. Il dit « Il est sorti, difficile mais propre. Il dormira jusqu'en fin de matinée. » Dana hocha la tête. Quelque chose en elle se dénoua. Pas spectaculairement, pas avec le soulagement visible de quelqu'un qui avait douté. Plutôt comme une tension de fond qui avait été là si longtemps qu'elle avait fini par ressembler à de la normalité et qui s'absentait maintenant en laissant une légèreté étrange à sa place. Dehors, les soldats commençaient à se retirer. Elle les vit depuis la fenêtre du couloir. Les véhicules sans marquage dans le parking, les hommes qui chargeaient dans leur matériel avec cette méthode silencieuse des gens dont le travail n'est jamais vraiment fini mais qui savent reconnaître la fin d'une phase. L'un d'eux leva les yeux vers la fenêtre. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il détourna les yeux en premier. Non pas par désintérêt, mais avec ce respect discret qu'on témoigne à quelqu'un dont on a compris, sans qu'on voulait expliquer, qu'il méritait d'être laissé tranquille. Carole apparut à 7h moins 5 avec un homme en costume sombre qu'elle n'introduisit pas. Elle dit à Dana « Nous avons besoin d'une déclaration circonstanciée de votre part concernant les actes pratiqués cette nuit en dehors de tout cadre contractuel. » Les implications pour l'établissement en termes de responsabilité, Dana dit « Adressez-vous au commandant Calloway et à ses supérieurs hiérarchiques. Tout ce qui s'est passé cette nuit relève de leur autorité. Pas de la mienne et pas de la vôtre. » L'homme en costume nota quelque chose. Carole ouvrit la bouche, mais une autre voix lui coupa la parole. Le directeur de l'hôpital, Meunier, qu'on n'avait pas vu depuis des heures et qui arrivait maintenant avec l'air de quelqu'un qui a été réveillé trop tôt et briefé trop vite. Il était suivi de 2 autres personnes au visage de ceux dont la fonction consiste à contenir les situations avant qu'elles deviennent des articles de presse. La mécanique institutionnelle s'était mise en route. Dana la connaissait, elle avait une logique propre, lente et inévitable comme une marée administrative, et la meilleure façon de la traverser consistait à ne pas se placer dans son courant principal. Elle s'écarta légèrement du groupe et laissa les avocats parler aux avocats. C'est à ce moment-là qu'elle vit le dossier. Carole l'avait posé sur le comptoir du poste de soins dans un geste qui n'avait rien d'accidentel, un classeur fin bleu avec l'onglet marqué de son nom. Mérite, date d'ouverture, 5 semaines plus tôt. Dana prit le classeur. Personne ne l'en empêcha. Elle le parcourut debout, rapidement, avec la lecture en diagonale de quelqu'un qui sait chercher l'essentiel dans un document qu'elle n'aurait pas dû trouver. Les incidents étaient là, tous réels, tous soigneusement documentés, tous interprétés avec la cohérence d'un récit construit à l'avance. Ce n'était pas un dossier constitué en réaction à ses actions. C'était un dossier construit vers une conclusion préexistante, alimenté au fil des semaines, attendant seulement le bon moment. La mise à la porte de cette nuit n'avait pas été une décision, c'était une exécution. Elle referma le classeur, le reposa exactement là où il se trouvait. Son visage n'exprima rien, non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle avait appris depuis longtemps que les émotions sont des informations, pas des communications, et que celles-ci ne méritaient pas d'être communiquées ici. La voix arriva de derrière elle. « Je peux témoigner. » Elle se retourna. La jeune infirmière, celle des messages, elle reconnut le visage maintenant qu'elle pouvait l'associer aux 3 mots reçus dans le froid du parking, se tenait à 2 mètres, les bras le long du corps, les épaules légèrement rentrées, dans la posture de quelqu'un qui a pris une décision qui lui coûte et qui a décidé de ne pas la reprendre. Elle avait 26 ans peut-être, un visage ouvert que la fatigue de la nuit rendait plus grave qu'il ne l'était d'ordinaire.
Elle dit « J'ai vu comment le dossier a été constitué. J'ai des notes, des dates. Je sais ce qui a été omis et ce qui a été amplifié. Si vous avez besoin de quelqu'un qui dise la vérité devant un comité, je suis là. » Dana la regarda un moment, mesura ce que cela représentait pour une infirmière de 26 ans avec un contrat renouvelable de se placer volontairement en opposition à l'administratrice du service. La légèreté ou le courage sont souvent indiscernables de l'extérieur, mais ce qu'elle voyait dans les yeux de cette fille n'avait rien de léger. Elle dit simplement « Comment tu t'appelles ?» La jeune femme dit « Lucie Arnaud ». Dana dit « Merci, Lucie ». Dehors, le dernier véhicule militaire quittait le parking dans la lumière pâle d'un matin de février qui n'avait pas encore décidé s'il serait clément. Le soldat qui gardait la porte de la salle de réveil lui dit simplement « Il vous attend ». Elle entra. La salle avait cette qualité acoustique particulière des espaces post-opératoires, feutrés et légèrement suspendus, comme si le bruit du monde acceptait d'y baisser d'un ton, par respect pour les corps qui revenaient de quelque chose. Calloway était le seul patient. Il était allongé, le torse partiellement relevé, les yeux ouverts depuis suffisamment longtemps pour que son regard eût retrouvé sa netteté ordinaire. Il était pâle de la pâleur spécifique des gens auxquels on vient de rendre du sang qu'ils avaient d'un perdu, mais sa présence dans l'espace était entière, le genre de présence qui ne dépend pas de la position du corps. Dana prit la chaise au bord du lit et s'assit sans cérémonie. Ils se regardèrent un moment sans parler. Ce silence n'était pas inconfortable. Il avait la texture des silences entre personnes qui ont en commun des choses qu'aucune parole ordinaire ne peut contenir, et qui savent l'une et l'autre que commencer mal vaut moins que commencer juste. Calloway dit « Mir Kalesh, novembre, il y a 7 ans. » Ce n'était pas une question. Dana dit « Oui ». Il dit « J'ai lu votre rapport, le rapport officiel, et j'ai su, en le lisant, qu'il y avait tout ce qui pouvait être dit dans ce format-là, et que ce format-là ne permettait pas de dire ce qui comptait vraiment. » Elle ne répondit pas, elle attendit. Il dit « Cassin, le caporal Cassin ». Le prénom traversa l'air de la salle comme quelque chose de physique. Dana sentit ses mains se poser à plat sur ses cuisses. Un geste qu'elle n'avait pas décidé, le corps qui cherche une surface stable quand le sol intérieur se met à bouger. Cassin avait 23 ans. Elle l'avait opéré pendant 4 heures sous une tente dont la toile battait dans le vent chaud, avec des instruments stérilisés à l'alcool et une lumière frontale dont les piles faiblissaient. Elle avait fait ce qu'aucun infirmier de combat n'était techniquement censé faire. Une décompression puis autre chose encore, une décision prise seule dans le noir avec 2 vies dans les mains et personne pour valider le choix. Elle avait sauvé Cassin. Cassin avait survécu. Mais elle avait fait ce choix au détriment du temps qu'elle aurait dû consacrer au lieutenant Arès, qui attendait sur une autre civière, dont la blessure était jugeable mais dont l'heure n'avait pas attendu qu'elle finisse. Arès était mort à l'aube. Le rapport disait décès consécutif à la gravité des blessures initiales, ce qui était vrai, ce qui était aussi incomplet de la façon dont toutes les vérités partielles sont incomplètes, elles ne mentent pas, elles omettent, et l'omission a sa propre forme de poids. Dana avait porté ce poids depuis 7 ans. Elle avait quitté l'armée 8 mois après. Elle avait demandé un poste aux urgences d'un hôpital civil dans une ville où personne ne connaissait son nom, et elle avait accepté l'invisibilité avec la discipline de quelqu'un qui croit mériter moins que ce qu'il pourrait réclamer. C'était sa façon de régler une dette dont elle seule connaissait le montant exact. Calloway dit « J'étais au QR cette nuit-là. Je lisais les rapports en temps réel. Je savais ce qui se passait dans cette tente. » Elle leva les yeux. Il dit « Arès avait une hémorragie interne que personne n'aurait pu stopper sur le terrain. Pas vous, pas un chirurgien avec tout le matériel du monde. Le scanner que nous avons fait après montrait un traumatisme aortique incompatible avec la survie dans ces conditions, quel que fût le traitement instauré. Il est mort parce que sa blessure était mortelle, pas parce que vous étiez ailleurs. » Dana ne dit rien. Il dit « J'aurais dû mettre ça dans un rapport. Je ne l'ai pas fait, pas parce que je voulais vous accabler, mais parce que dans le système où nous opérions à ce moment-là, cette clarification n'avait pas de case, alors elle n'a pas existé officiellement, et vous avez porté quelque chose qui ne vous appartenait pas. Le silence qui suivit était d'une nature différente de tous ceux qui avaient les précédés, plus vaste, plus aéré. Dana regarda ses mains. Elles ne tremblaient pas. Elle n'avait presque jamais tremblé. C'était l'une des choses pour lesquelles elle avait toujours été reconnaissante à son propre corps. Mais quelque chose derrière ses yeux était train de se déplacer, lentement, comme un objet qu'on a cru fixé depuis si longtemps qu'on avait oublié qu'il avait toujours été posé là, sans être ancré. Elle dit après un long moment « Cassin va bien ?»
Calloway dit « Il a 2 fils, il enseigne la mécanique dans le civil. Il ne sait pas votre nom, mais il est en vie à cause de vous. » Elle hocha la tête une fois, se leva, à la porte elle s'arrêta, sans se retourner tout à fait. Elle dit « Prenez soin de vous d'un commandant. » Il dit « Vous aussi, Mérite. » Cette fois c'était différent, pas un ordre, pas une évaluation. Juste 2 mots dits par quelqu'un qui sait ce qu'ils coûtent et qui les offre quand même. Elle sortit dans le couloir. Le sol sous ses pieds avait exactement la même texture qu'avant. La lumière des néons était identique. Et pourtant quelque chose dans la façon dont elle portait son propre corps avait changé, imperceptiblement, irréversiblement, comme change le ciel dans l'heure qui précède l'aube quand on n'a pas encore vu le soleil, mais qu'on sait désormais qu'il viendra. Le comité se réunit 10 jours plus tard. Salle de conférence du 2e étage, table oblongue en bois stratifié, 8 personnes disposées selon une hiérarchie que la disposition des chaises rendait lisible avant même que quiconque eût ouvert la bouche. Le directeur Meunier au centre, flanqué des représentants des ressources humaines et du conseil juridique. Un médecin du personnel, une déléguée syndicale dont la présence était nominalement protectrice, mais dont le regard disait qu'elle évaluait encore la situation. Et Carol Hensley, légèrement en retrait, dans la position de quelqu'un qui a préparé son témoignage avec le soin d'un architecte et qui attend de voir si l'édifice tient. Dana était assise en face d'eux, seule, sans représentation, ce qui était son choix et qui avait surpris tout le monde, sauf elle. Les témoignages prirent dans la matinée. Carol exposa les faits avec la précision d'un document construit sur des semaines, ce qu'il était en effet. Chaque incident, soigneusement daté, contextualisé, interprété dans le sens d'un schéma comportemental qui rendait le renvoi non seulement justifié, mais inévitable, presque bienveillant. Elle parlait le bien. Elle avait cette qualité des personnes qui ont transformé leur version des événements en conviction sincère à force de la répéter, ce qui la rendait plus dangereuse qu'une menteuse ordinaire, parce qu'on ne peut pas démonter la sincérité avec des faits seuls. Reeves témoigna que Dana intervenait régulièrement sans sollicitation, ce qui était vrai. Il ne dit pas ce que ses interventions avaient évité. Ce n'était pas du mensonge non plus. C'était cette forme particulière de vérité tronquée que pratiquent les gens qui ne veulent pas se compromettre et qui espèrent que l'omission ne sera pas remarquée. Lucie Arnaud entra dans la salle avec la raideur de quelqu'un qui marche vers quelque chose qui lui coûte et qui a décidé que le prix était juste. Elle posa ses notes sur la table, des feuillets manuscrites, dates et heures en marge, la graphie appliquée de quelqu'un qui sait que les détails sont la seule armure disponible contre les récits dominants. Elle dit ce qu'elle avait vu, la façon dont le dossier avait été alimenté, les incidents sélectionnés et ceux ignorés, l'omission systématique du contexte qui aurait rendu les décisions de Dana non pas fautives, mais nécessaires. Carole l'interrompit 2 fois. Le président du comité lui demanda de laisser le témoin terminer, avec une politesse qui contenait quelque chose de plus ferme que sa forme l'indiquait. Dana ne parla pas souvent. Quand on l'interrogea directement, elle répondit avec la concision de quelqu'un qui ne cherche pas à convaincre, qui expose, qui clarifie, et qui laisse les autres tirer leurs conclusions. Elle n'avait pas d'avocat, mais elle avait quelque chose de plus difficile à contrer, l'absence totale de défensive. On ne peut pas débattre avec quelqu'un qui ne se défend pas, seulement témoigner de ce qui s'est passé. Le document arriva en fin de matinée. Une enveloppe transmise par coursier spécialisé, portant un en-tête que Meunier reconnut immédiatement et qui le fit légèrement pâlir. Il l'ouvrit avec le soin d'un homme qui pressent que le contenu va modifier les paramètres de sa décision sans lui dire comment. Il le lut, le passa au conseil juridique. Le conseil juridique le lut 2 fois. Carole demanda ce que c'était. Meunier dit un document classifié émanant de la hiérarchie militaire concernant les événements de la nuit du 12. Il précise le cadre dans lequel Madame Mérite est intervenue et la nature de la demande qui lui a été faite. Carole dit cela ne change pas la question du renvoi initial qui précède. Le conseil juridique dit doucement en fait si. Contextuellement, ça change plusieurs choses. Le comité se retira pour délibérer pendant 1h20. Dana attendit dans le couloir sur une chaise en plastique, le dos droit, avec un café qu'elle ne but pas. Lucie Arnaud passa devant elle, s'arrêta, ne dit rien mais posa brièvement la main sur son épaule. Un geste simple, humain, qui n'attendait aucune réponse et n'en obtint pas mais qui exista quand même. La décision fut lue par Meunier avec le ton neutre des gens qui ont choisi leurs mots pour minimiser la surface exposée. Les griefs initiaux sont considérés comme partiellement fondés sur la forme, non fondés sur le fond.
Les circonstances de la nuit du 12 constituent un élément de contexte significatif. Compte tenu de l'ensemble des éléments, l'établissement ne procède pas à la réintégration de Madame Mérite, les conditions d'un retour constructif n'étant pas réunies, mais lève toute mention de faute caractérisée à son encontre. Elle laisse libérée de ses obligations avec effet à la date du renvoi initial. Libérée. Le mot flottait dans l'air de la salle avec son ambiguïté soigneusement préservée. Ni acquitté, ni condamné, ni dedans, ni dehors, placé dans cet espace intermédiaire que les institutions créent quand elles ne savent pas quoi faire de quelqu'un qui les dépasse sans les défier. Dana dit « Je comprends ». Elle le disait sans ironie. Le système avait produit exactement ce que les systèmes produisent quand on les confronte à quelque chose qui ne rentre pas dans leur catégorie. Une solution qui préserve l'équilibre interne au détriment de la vérité exacte, mais qui ne constitue pas une injustice au sens où l'injustice exige une intention. C'était simplement la mécanique à l'œuvre, régulière et impersonnelle comme une marée. Elle signa ce qu'on lui tendit, rendit le stylo, se leva. Carole ne la regarda pas partir. Ce qui était en soi une information sur l'état intérieur de Carole, on ne détourne les yeux que de ce qui nous confronte à nous-mêmes. Dana sortit de la salle de conférence et descendit l'escalier vers le rez-de-chaussée, vers les portes, vers le dehors. Les portes automatiques s'ouvrirent une dernière fois. L'air du matin entra d'un coup, vif, légèrement humide, avec cette odeur particulière des matins de février qui n'ont pas encore choisi entre l'hiver et ce qui vient après. Dana s'arrêta un instant sur le seuil, comme elle l'avait fait 10 jours plus tôt dans le froid de 3 heures du matin, mais différemment. Ce seuil-là n'était plus le même, ou plutôt, c'était le même, et c'était elle qui avait changé de rapport à ce qui le séparait. Elle descendit les 3 marches du perron et s'engagea dans le parking. L'Holbrook General Hospital, dans son dos, n'était plus un lieu qu'elles habitaient. Il devenait déjà ce que deviennent les lieux qu'on quitte définitivement, une forme dans la mémoire, un ensemble de lumières et de couloirs qui continueraient d'exister sans elles avec la même indifférence tranquille qu'ils avaient toujours eue. Les néons du couloir d'entrée qu'on apercevait à travers les panneaux vitrés, le distributeur avec son néon clignotant, la chaise en plastique dans le couloir du 2e étage où elle avait attendu pendant 1h20 que des gens décident ce qu'elle valait selon leurs critères. Elle ne se retourna pas. Son téléphone vibra. Lucie Arnaud. Un message bref, comme les premiers, comme si cette fille avait compris depuis le début que les grandes choses se disent en peu de mots ou ne se disent pas vraiment. Le message disait « Je commence une formation en soins intensifs le mois prochain. Tu crois que j'en suis capable ?» Dana s'arrêta, lut le message 2 fois. Il y avait dans cette question une confiance qui n'allait pas de soi. Pas la confiance naïve de quelqu'un qui cherche une validation facile, mais la confiance précise de quelqu'un qui a choisi à qui poser la question parce qu'elle sait que la réponse sera vraie. Elle répondit « oui ». Puis après une seconde, « fais attention à tes marges. Les gens qui vont trop loin trop vite finissent par ne plus savoir où ils commencent. » Elle renvoya le message et glissa le téléphone dans sa poche. Le parking se déployait devant elle dans la lumière froide du matin. Une lumière qui n'était ni belle ni laide, simplement honnête, du genre qui n'embellit rien et ne déforme rien non plus. Elle marchait entre les voitures garées, ses pas réguliers sur le bitume, le bruit de ses semelles, le seul son qui lui appartenait dans cet espace entre les choses. Elle vit le motard au moment où elle atteignait le milieu du parking. Un homme jeune, casque sous le bras, qui inspectait sa moto garée près de la sortie avec l'attention inquiète de quelqu'un qui a entendu un bruit suspect et espère avoir tort. La moto était intacte. Il passa la main sur le guidon, vérifia quelque chose sur le flanc, se redressa avec le soulagement silencieux des petites craintes infirmées. Il ne vit pas Dana. Elle passa à 3 mètres de lui. Elle pensa, sans s'y attarder, à l'alerte trauma de cette première nuit. La collision moto, l'homme sur le brancard, Reeves et sa main guidée vers le bon endroit. Le cycle avait cette façon de se refermer sur lui-même, non pas pour signifier quelque chose de grandiose, mais simplement pour rappeler que les mêmes situations se répètent, que les mêmes gestes sont à refaire, que le travail ne finit jamais vraiment mais change seulement de main. Elle atteignit le bord du parking. Devant elle, la rue. Au-delà de la rue, la ville dans son matin ordinaire, des gens qui allaient en quelque part, des commerces qui ouvraient, des voitures qui transportaient des vies dans des directions que personne d'autre ne connaissait vraiment. Un espace où son nom ne pesait rien. Où personne ne savait ce qu'elle avait fait cette nuit-là, ni les nuits d'avant dans d'autres pays sous d'autres ciels, ni le poids qu'elle avait porté pendant 7 ans avec la discipline de quelqu'un convaincu de le mériter.
Elle pensa à Calloway qui dormait quelque part dans l'hôpital derrière elle, les côtes réparées, la vérité enfin dite entre deux personnes qui en avaient besoin. Elle pensa à Cassin et à ses deux fils, dont elle ne saurait jamais les prénoms. Elle pensa à Arès, pas avec la culpabilité ancienne, mais avec quelque chose de plus doux et de plus juste, la tristesse simple de quelqu'un qui accepte enfin que certaines pertes n'ont pas de responsable, seulement des témoins. Les lampadaires du parking projetaient leurs cônes de lumière jaune sur le bitume. Elle les traversa un par un, entrait dans la lumière, sortit dans l'ombre, entrait à nouveau, sortit encore, ce rythme alterné qui ressemble à une respiration si on consent à le voir ainsi. Le dernier lampadaire était au bord de la sortie. Elle passa dessous. La lumière tomba sur elle une dernière fois, sur ses épaules, sur ses mains, sur le visage qu'elle avait depuis 44 ans et qui avait appris à ne rien promettre. Puis elle continua, et la lumière resta là où elle était, fixe et indifférente, illuminant le bitume vide derrière elle. Devant, la rue s'ouvrait. Elle n'avait pas de plan précis pour ce matin. C'était nouveau, et ce n'était pas désagréable, cette absence de trajectoire imposée, cet espace blanc devant soi qui n'est pas le vide, mais sa version habitable, celle qu'on peut traverser à son propre rythme sans rendre compte à personne. Il y avait un café à 2 rues de là dont elle connaissait l'existence sans y être jamais entrée. Il y avait quelque part dans sa messagerie un message de Fontaine qu'elle n'avait pas encore ouvert entièrement. Il y avait le mois prochain, et celui d'après, et tous les matins pareil à celui-ci qui attendait d'être traversé. Elle marcha vers la rue. Non pas guérie, non pas sauvée, ni récompensée, ni arrivée quelque part qui ressemblerait à une fin. Simplement allégée de ce poids particulier qu'on porte quand on croit devoir moins que ce qu'on donne et qu'on découvre un matin ordinaire, dans un parking froid, qu'on s'était trompé sur le montant de la dette. La ville l'accueillit comme elle accueille tout le monde, sans cérémonie, sans mémoire, avec cette générosité aveugle des grands espaces qui ne demandent pas votre nom avant de vous laisser entrer.